La prochaine conférence que vous allez entendre dès maintenant va être dédiée au marketing, aux transitions du SEO au GEO. Sans plus attendre, je vous demanderai de faire une grande main d'applaudissements pour Sylvain Amoros, professeur invité à HEC Montréal. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous laisser le temps de vous asseoir. J'enseigne à midi à Côte-Sainte-Catherine. J'ai l'impression que j'ai plein d'élèves qui arrivent en retard. C'est juste une plus grande classe, c'est tout, ce matin. Alors, je suis professeur en marketing. Je suis chercheur à la chaire de recherche en commerce électronique aussi. Je voulais remercier mes collègues de l'invitation. C'est la première fois que je présente à UXI. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'empêche de dormir la nuit. Et je vais commencer à prendre un pas de recul en tant que bon professeur en marketing en me posant la question que je me pose assez souvent. Où sont les gens sur Internet? Où sont les prospects aujourd'hui sur Internet? Alors, je vous ai trouvé la statistique mise à jour en janvier 2026, donc assez neuve, avec le top 10 des sites visités le plus au Canada. Okay? Ça va me permettre d'introduire ce qui m'empêche de dormir la nuit. Et qu'est-ce qui vous choque ici? Et dites-moi pas le nombre de pages vues par visite sur Pornhub, OK? Regardez le volume de visites des plus gros sites. Google, premier. YouTube, deuxième. YouTube appartient à Google, bien évidemment. On voit Google aussi en numéro 10. Ce qui vient me chercher ici, c'est la domination de Google. Regardez le total des pages vues. Même si Google a les 2 premières places, en termes de volume, si j'ajoute toutes les pages vues, Google, c'est 85% de toutes les pages vues sur Internet en ce moment. Okay? Et ce n'est pas juste ça. Google, c'est aussi le premier OS sur les téléphones. Ce n'est pas Apple. Okay? Android, qui appartient à Google. Google, c'est aussi le premier serveur publicitaire. D'accord? Alors, on voit l'étendue en termes de portée de Google. Et c'est ça, en fait, qui m'empêche de dormir la nuit depuis 26 ans maintenant. Comment être capable d'être dans les premiers résultats de Google? Okay? Comment être capable d'optimiser un site web et son environnement pour se positionner au début? Ça s'appelle le Search Engine Optimization. C'est la tactique marketing qui est la plus performante aujourd'hui. Et elle est en train d'évoluer. Vous voyez un petit G, et c'est ça que je vais parler aujourd'hui, parce qu'on est en train de passer du Search Engine Optimization au Generative Engine Optimization. Donc, les moteurs de recherche propulsés par l'IA. Je parle ici évidemment de Google en mode IA, de ChatGPT et autres. Alors, on va faire un petit retour dans le temps. Ça risque de ne pas nous rajeunir tout ça, mais voici comment j'ai découvert Google. J'avais 18 ans, la majorité. C'est un des premiers écrans connus. Okay? Regardez la recherche. More evil than Satan himself. C'est qui rank premier? Microsoft. Donc Google a été lancé comme ça. C'était une forme de contre-pouvoir quand ils sont rentrés. Okay? Et c'était, dans le fond, tout simplement un projet de thèse avec Sergey Brin et Larry Page. Il y en a un qui essayait de télécharger Internet sur son ordinateur et l'autre qui essayait de construire un algorithme pour classer toute cette information-là. Ils s'unissent et c'est aussi là qu'on commence à comprendre il y a un algorithme en arrière de ça. S'il y a des résultats comme ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Okay? C'est qu'il y a quelqu'un qui a pu manipuler l'algorithme. Donc, on commence à essayer de décoder comment ça marche, dès le tout début. La troisième personne qui est rentrée chez Google, c'est qui? Eric Schmidt. Eric Schmidt, c'est le financier de la gang. Il regarde aller les 2 jeunes universitaires et il fait « OK, là, vous êtes en train de me dire que vous avez construit un système où vous êtes en train de détecter en temps réel les intentions des gens et de proposer du contenu. Ça va être intéressant en marketing, ça. Ça devrait intéresser les annonceurs. » C'est lui qui a ramené l'idée du système publicitaire. Et on voit la première publicité ici qui arrive dans Google. Donc là, on est où? On est en 2001. Projet test en Californie.
Quand toute la publicité sur Internet se vendait sur une base d'impression, Google arrive en marché et propose, un des premiers à proposer simplement aux annonceurs de payer s'ils reçoivent un clic sur leur site web. Waouh! J'ai beaucoup moins de risques. Je ne paye pas juste pour de la visibilité. Je paye pour du trafic qui arrive sur mon site web. Là, tout s'accélère. On regarde évidemment au niveau UX où sont les clics les plus importants. On détermine rapidement le triangle d'or. Donc, le real estate chez Google, au niveau des premiers résultats de la page, devient hyper important. Google fait son IPO quand? 2004. Okay? L'action à 80 pièces. J'aurais aimé ça en acheter, honnêtement. Avoir la capacité d'en acheter. Alors, tout s'accélère. Google doit faire énormément d'argent, doit répondre à la voracité de ses actionnaires. Et qu'est-ce qu'on commence à faire? À mettre de plus en plus de résultats payants. Il n'y a pas juste une publicité. Maintenant, il y en a 3. Okay? Autre écran, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2014. Il y a plus de trafic mobile sur Internet que de trafic desktop. Google vient uniformiser les 2 pages d'accueil. Et dans le fond, celle qui était sur mobile devient celle du desktop. Départ de la barre de droite, on rajoute une publicité de plus. Les résultats naturels commencent à descendre. D'accord? Donc, toute l'optimisation qu'on faisait pour les moteurs de recherche, au niveau pour aller chercher ces premières positions naturelles, commence à se transférer au niveau de la publicité. Pourquoi? Là, on pourrait se dire, est-ce que Google a perdu des parts de marché? Pas du tout. Okay. Dans ce temps-là, c'était 95% des parts de marché. C'est fou, pensez-y. C'est comme si j'achetais une revue. Au début, j'avais 99 pages de contenu, une page de publicité. Quelques années après, je continuais d'acheter ma revue. J'ai 99 pages de publicité, une page de contenu. Est-ce que je continuerai d'acheter ça? Non. Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur le moteur de recherche. Et le moteur de recherche est en situation de monopole. Donc, il a été obligé aussi de trouver un algorithme, pas simplement pour classer les résultats naturels, mais un autre algorithme pour classer les publicités par ordre de pertinence. Ça s'appelle le score de qualité. Donc, encore une fois, de l'algorithmie. Évolution au niveau du mobile, il n'y a que des résultats payants dans le fold de la page. Regardez, ça, c'est il y a à peu près 3 ans. Des résultats payants, des résultats naturels. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Donc, Google rajoute aussi certains dark patterns dans l'interface. On n'a plus que le petit mot « add » qui les différencie. Là, évidemment, il y a certaines problématiques. La loi antitrust. On a besoin de travailler, évidemment, sur l'image corporate. Et on revient un petit peu en arrière. On identifie mieux les résultats payants. Okay. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Ben parce que vous avez vu, les résultats évoluent. Les résultats changent. Et le marketing, depuis les 15 dernières années, c'est quoi? C'est du hacking d'algorithmes. C'est essayer de comprendre cette formule magique pour arriver dans les premiers résultats. Et qu'est-ce qui commence à changer aujourd'hui? Kate nous en a beaucoup parlé. Regardez ce que j'ai en haut à gauche de Google, le petit AI Mode. Google n'a pas simplement été pionnier sur tous les éléments que je vous ai mentionnés avant, mais Google a été pionnier sur l'intelligence artificielle avant ChatGPT. Il y a eu un premier lancement, BART. Bon, ça n'a peut-être pas très bien marché. Et ensuite, Google est revenu avec Gemini. Ici, je cherche pour quelle est la meilleure assurance auto. J'ai des publicités payantes. Et qu'est-ce que j'ai juste en dessous de la publicité payante? Des AI Overview. Donc, Google commence à habituer ses usagers à mettre des résultats qui sont gérés directement par l'intelligence artificielle. Ça commence à changer la game pour se positionner en haut des résultats. On commence à essayer de comprendre comment Gemini réfléchit, pas juste l'algorithme de recherche traditionnel. On voit aussi que Google nous propose de faire un deep dive, okay, juste en dessous. Quand je clique sur le deep dive, qu'est-ce que j'ai? J'ai directement, dans le fond, l'interface de Gemini. Okay? Donc, on nous habitue de plus en plus à être en mode IA dans nos recherches. Et en desktop, qu'est-ce que Google a changé?
le bouton de droite en venant rajouter par défaut le mode IA. Donc, on voit clairement la direction. Alors, on a beaucoup parlé de ChatGPT, Perplexity, Claude et tous les autres modèles, mais il y a un qui dirige le web depuis les 20 dernières années, c'est Google. C'est la porte d'entrée sur Internet. Alors, en tant que marketeur, et vous, en tant que UX designer, ce que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos pratiques pour plus simplement se positionner dans les résultats traditionnels, mais vraiment être capable d'être dans les compagnies qui sont citées en premier. Parce que la question, c'est plus si, c'est plutôt quand la page d'accueil de Google va être celle-là. Okay? On voit clairement que Google nous amène vers ça avec la démonstration que j'ai faite. Donc, le moment névralgique pour les entreprises dans l'adaptation de leur stratégie marketing, c'est quand Google va déployer ça par défaut. Okay? Là, il va falloir être prêt. Donc, tous ceux qui ont déjà essayé de comprendre comment l'algorithme fonctionne auront un coup d'avance sur leur optimisation naturelle dans les réponses des moteurs de recherche propulsés par l'IA. Je vous présente aussi des résultats qu'on a réalisés, qu'on a étudiés sur un gros rapport de recherche à la chaire avec notre étudiante Fatma Kouesh et Sylvain Sénécal. Je vais vous montrer le rapport pour télécharger le beau 100 pages d'explications derrière mon petit 20 minutes de présentation. Et il y a juste une petite problématique que Google est en train de régler. C'est les 400 milliards de dollars qu'ils ont réalisés en chiffre d'affaires l'année passée, okay, qui viennent de la publicité. Donc, il ne faut pas oublier non plus quelle est la place de la publicité. Puis je finirai là-dessus. Alors, est-ce que le SEO est mort? Est-ce que le Search Engine Optimization est mort? Non. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'entends ça. Okay? Ça fait 20 ans que ça m'empêche de dormir la nuit. Ça fait 20 ans que j'étudie cet algorithme-là et à tous les 2 ans, il y a quelque chose de nouveau. Ça y est, le SEO est mort. Non, c'est une évolution. Okay? Et pourquoi le SEO n'est pas mort dans les recherches? Je vous en montre un exemple ici. J'ai demandé à Mistral. Okay? J'aime bien parler de Mistral. Pourquoi? Moi, c'est mon moteur IA par défaut parce qu'il a une empreinte écologique beaucoup plus légère que ChatGPT et Gemini. Il respecte aussi le European Union Act. Donc, c'est le plus sévère au niveau du data privacy. Alors, si vous ne l'utilisez pas, je vous conseille de le tester. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait quelle assurance auto est la moins chère pour un Toyota RAV4 2018. Et dans le fond, ce que Mistral fait, c'est dériver ma question avec des mots-clés. Donc, comme on fonctionne depuis 20 ans. Okay? Et là, comme mot-clé, lui, il s'est mis en tête assurance auto moins chère Toyota RAV4 2018 Canada 2026. Et il envoie un premier agent qui va scraper le web. Donc, en gros, c'est une recherche traditionnelle qui est faite par un agent. Un autre agent part à chercher des nouvelles. Okay? Donc, il y a plusieurs agents comme ça qui vont construire un résultat. Ça s'appelle le RAG, où je vais avoir tous ces agents-là qui vont me faire un résumé des meilleurs classements dans une réponse agglomérée. Et on va me citer des sources, des sites sources. Okay? Donc, toute l'idée, elle est de comprendre comment je fais pour arriver là en premier. Okay? Comment j'ai Clicassure qui est dans les résultats cités. Vous voyez? Premièrement, il faut comprendre historiquement comment l'algorithme des moteurs de recherche fonctionne. Okay? Il y a une étude qui est très intéressante, qui est celle qui est menée annuellement par Moz et qui recense des réponses de 150 experts, les 150 meilleurs experts de l'industrie en SEO à chaque année, qui gèrent les plus gros sites web, qui sont dans les industries les plus difficiles, où il y a tout un questionnaire. On leur dit, c'est quoi les éléments dans l'algorithme qui sont le plus importants selon ce que tu fais, toi, dans ton métier? Évidemment, c'est une formule secrète. Okay? Google et les autres moteurs de recherche n'ont absolument pas intérêt à ce qu'on sache comment. Pourquoi? Parce que si on utilise ces moteurs de recherche-là, c'est pour leur pertinence. Si je connais l'algo, je suis capable de manipuler les résultats. Et ce n'est peut-être pas les résultats, les sites web qui vont être en haut des résultats qui vont être les plus pertinents. Mais les clients qui auront travaillé avec des experts SEO pour les positionner en premier. Donc, vous comprenez le jeu du chat et de la souris. Alors,
qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, cette étude-là? Enfin, pas aujourd'hui, mais par le passé. Elle nous dit que le paramètre le plus important pour se positionner en haut des résultats de recherche, ce sont les liens qui pointent vers ton site web. Ce sont les références qui pointent vers ton site web. Et ça, c'est quoi? Historiquement, c'est la thèse de Larry Page, où il étudiait les relations entre toutes les pages sur Internet et comprenait quels étaient les votes les plus importants. Il s'est basé tout simplement sur notre société, où, quand il y a des élections, la personne qui a le plus de votes, ou le parti qui a le plus de votes, est élu Premier ministre. Donc, faire un lien vers un site web, parler d'un site web, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que j'ai après? Page Level Keyword Content Based Feature. Donc là, on revient sur le contenu. La qualité, la fraîcheur, la pertinence. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape dans la formule. Et finalement, la technologie. On va toujours parler de la technologie, mais ça pèse pas très lourd. Mais pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être indexé par l'algorithme. Donc, il faut que le code source soit compris, tout simplement. Revenons sur les IA Overview, et il faut comprendre le changement au niveau des utilisateurs. J'ai demandé comment le tricolore engage ses fans avec les Canadiens de Montréal. Google a roulé ses agents avec Gemini, est venu me construire une réponse où on voit tous les principaux piliers de l'engagement des fans du tricolore avec des sites sources. En gros, Google va considérer des sites hyper importants. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Radio-Canada, pourtant un site gouvernemental. Google aime beaucoup les sites des gouvernements et des universités. Google regarde aussi dans ce cas-là la popularité sur les médias sociaux. Il y a TikTok qui est en forme de source, parce qu'on ne peut pas faker de l'activité sur les médias sociaux. Si tu as 17 millions de pages vues et 300 000 partages, ben, c'est que forcément, tu as une certaine pertinence. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un site de l'UQAM et finalement, un site de HEC Montréal, qui est le site que j'ai fait avec mes étudiants, qui est digital.hec.ca, où on pratique tout, où je leur apprends toutes les tactiques pour se positionner en haut des moteurs de recherche. Et en haut des moteurs de recherche génératifs, je voulais le prouver ici. Et qu'est-ce qu'on dit dans cet article? Ben, on répond à la requête des usagers, surtout. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu l'impact sur le site web. Puis vous l'avez sûrement vu sur vos sites d'entreprise. Ça, c'est les résultats de mon positionnement dans Google. La ligne bleue, la ligne pourpre, ce sont mes impressions. Donc, les fois où mon site est présenté dans les résultats de recherche. La ligne bleue, ce sont les clics. D'accord? Grosso modo, mon référencement, il est toujours aussi bon. Okay? La ligne bleue, la ligne pourpre. Et là, vous voyez qu'il y a un écart qui commence à se creuser. Et ça, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de cliquer ici? Ben non, parce que j'ai directement la réponse. Fait qu'on commence à perdre des clics. Moi, c'est ce que j'ai appelé le crocodile effect avec mes étudiants. C'est les moteurs de GenAI qui mangent notre trafic. Exactement, c'est le crocodile, tu as raison, PM. Et par la suite, vous voyez que les deux courbes reviennent les unes sur les autres. Et ça, c'est quoi? C'est Google qui a changé sa méthode de mesure dans sa Search Console, chose qui n'était jamais arrivée depuis 10 ans. Okay? Fait que c'est quand même pas à leur intérêt, et pas juste à Google, mais aux autres moteurs d'IAG. Ils ne veulent pas trop qu'on sache qu'ils nous mangent le trafic, et que c'est eux qui gardent cette propriété. D'accord? Alors, gardons en tête, baisse du volume de clics. Deuxième élément, Kate en a parlé tout à l'heure, de tous les robots qu'on a sur Internet et puis des robots malicieux. En 2024, c'est la première fois qu'il y a plus de trafic agentique que de trafic humain. En 2026, je vous garantis que les humains, on est une minorité visible sur Internet. ChatGPT lui-même a une dizaine de bots pour crawler Internet, alors que Google en avait un seul avant, quand on était sur du SEO traditionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que designer UX aussi, ben, les bots deviennent nos clients. Okay? Il faut leur servir. Vous l'avez très bien souligné dans la présentation précédente.
Alors, ce qui change aujourd'hui, puis je vais conclure ma présentation avec des éléments d'action, ok, pour que vous puissiez les garder en tête. Premièrement, c'est qu'il faut comprendre les intentions citationnelles. C'est quoi? Vous l'avez vu, les IAG citent tout le temps des sources. Il faut les identifier. Okay? Le principe de création de liens qui pointaient vers un site web à l'époque avec le SEO traditionnel, est en train de se modifier avec les sites qui sont cités. Okay? Donc, il faut aller rechercher, en tant que marque, le plus de citations possible dans des environnements divers. En tant que designer UX, on reçoit du trafic sur nos interfaces. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui déclenche ces citations. Est-ce que c'est des mots-clés meilleurs, top, des avis? Est-ce que dans mon contenu qui va être cité, qui va être embeddé dans la page de résultats, est-ce que c'était des comparatifs, des avis, des données structurées, des statistiques? Tout ça, c'est hyper important. Donc, en termes de compétences, on pourrait clairement imaginer la collaboration avec des experts SEO pour, premièrement, intégrer tous les mots-clés qui génèrent des citations dans nos briefs, mais aussi des personas GEO. Aujourd'hui, en effet, la part d'adoption reste, somme toute, assez limitée. Mais comme vous l'avez compris, il y a une personne qui a le doigt sur la switch, c'est Google. Quand on va voir la page d'accueil qui va être Gemini, là, ça va devenir très, très important. Est-ce qu'il faut analyser les sources citées aussi de toutes les IAG d'un point de vue? Il n'y a pas que Google, hein, il y a ChatGPT, il y a Claude, il y a Perplexity, et chacun va donner un poids aux citations. YouTube peut avoir un poids un petit peu plus fort sur Google versus un petit peu moins sur ChatGPT. Donc, il y a aussi toute une pondération à mettre en place. Il y a un autre constat au niveau des UX designers pour notre futur. C'est que l'entonnoir marketing classique, hein, celui qu'on connaît, awareness, engagement, conversion, fidelity, il est tranquillement en train de s'effriter. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, j'ai moins de clics qui arrivent sur mon site web. Quelle est la réponse par quoi finit la réponse de l'IAG? En général, par une autre question, pour m'engager. Donc, il y a toute la phase d'awareness et d'engagement qui est rapatriée dans les IAG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai peut-être moins de clics, mais quand je reçois des clics sur mon site web, ils sont beaucoup plus engagés qu'avant. On l'a mesuré statistiquement. Donc, il faut que je pense dans mes designs d'interaction à optimiser la conversion post-citation. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux avoir des utilisateurs qui arrivent par une citation précise et puis leur répondre pourquoi nous avons été cités comme meilleur choix, avec des call to action plus visibles, plus en valeur? Il faut penser aussi au niveau du first party data. Hein, on le sait, les données tierces sont mortes. Avec le consentement, c'est de plus en plus difficile de récolter de la donnée. Si j'ai une expérience hyper personnalisée dans ma discussion avec l'IAG, je vais avoir des attentes en tant qu'usager d'avoir ce niveau de personnalisation-là quand j'arrive sur la plateforme de la marque. Donc ça aussi, la collecte de first party doit continuer d'avancer. Plus concrètement, comment je dois optimiser mes contenus pour être compris et mobilisés par les IA? Avant, on faisait pas mal de suroptimisation à SEO. Hein. On était dur sur les mots-clés, il y avait de la densité et autres. Aujourd'hui, bien évidemment, on est beaucoup plus sur de la clarté, sur de la visibilité, sur de la synthèse. On veut faciliter le travail de résumé à l'agent. Notre client, c'est un agent, encore une fois. L'agent, il n'est pas comme nous, c'est un robot. Donc, il faut lui parler comme un robot. Il faut continuer d'enrichir notre code source. Il faut continuer de structurer nos titres avec des hiérarchies claires, les fameux H1, H2, H3, mais aussi de répondre avec des questions directement dans notre page qui pourraient être des citations, des questions qui pourraient être posées dans l'IAG. Donc, si on veut être cité, il faut déjà lui fournir ce contenu-là. Ça veut dire, est-ce qu'on doit avoir des sections avec des données, des données qui pourraient venir d'autres places, des données de Statistique Canada pour enrichir la pertinence de notre contenu? Par exemple, est-ce que je dois avoir des FAQ? Est-ce que je dois utiliser des schémas? Donc, encore une fois, d'enrichir mon code pour dire à Google ou au crawler, ça, c'est pas juste
une recette de poulet au beurre, ça, c'est un item propre time cooking. Et c'est 15 minutes. Okay? Lui faciliter cette compréhension-là. On fait aussi des fichiers directement pour quand j'ai un robot qui arrive sur mon site web, pour lui dire « Hey, regarde, c'est ça que tu dois crawler sur mon site web. » On commence à avoir des marques qui redétectent le user agent quand le visiteur arrive sur le site web en disant « Si tu es humain, je te donne ce contenu-là. Si tu es un robot, je t'envoie sur une version TXT de mon site web qui est très facilement indexable. » Pourquoi? Parce que les robots, par exemple, ne peuvent pas exécuter le JavaScript. Donc, si tout mon pricing est fait avec du JavaScript, il ne sera jamais cité. Okay? Donc, il y a toute cette logique-là. Alors, pour résumer, avant, on optimisait pour le trafic. Aujourd'hui, il faut optimiser pour les citations. On avait un parcours utilisateur qui était linéaire. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'IAG se réapproprie une partie de notre parcours, qu'on a des visiteurs beaucoup plus engagés. Il faut réfléchir dans une optique de personnalisation, ce qui fait que la collaboration avec les experts en SEO pouvait être ponctuelle, mais aujourd'hui, elle doit être intégrée dès le départ. Et je vous ai dit tout à l'heure que le seul petit caillou dans l'engrenage pour avoir une page d'accueil de Google qui est Gemini, c'est le 400 milliards de dollars que Google a fait l'année passée en pub. On peut voir que c'est déjà en cours. Ça date de cet été. On a une recherche en mode IA on how to build a website for small business with limited resources. Et on peut voir dans la partie de droite en haut, qui c'est qu'il y a une publicité? Wix. Donc on voit qu'il y a déjà de la publicité en Google en mode IA. Donc encore une fois, ce n'est pas si, c'est quand. Je vous ai mis ici le rapport de la chaire, donc projet réalisé avec Sylvain Sénécal et Fatma Chawesh. Donc, vous allez avoir tous les détails de l'étude, les entrevues d'experts de l'industrie qu'on a fait et autres. Alors, je vous invite à le télécharger. Et j'ai une petite... je suis prof en marketing, donc je suis toujours en train de faire du upsell. Donc, je vais vous faire un petit upsell. Dans les champs de recherche que j'ai, qui m'intéressent, qui me passionnent, qui m'empêchent de dormir la nuit, c'est l'impact environnemental du numérique. C'est l'impact social du numérique. Il y a une étude de Sacha Lucioni qui nous a montré que générer une image avec de l'IA émet 100 fois plus de CO2 que classer du texte. C'est pour ça que dans ma présentation, il n'y a aucune image qui est faite avec de l'IA. Okay? C'est ce que j'apprends, que je travaille fort avec mes étudiants. Vous avez certains chiffres, mais une relation textuelle avec une image, ça peut être 7 charges de iPhone. C'est quand même beaucoup. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, on a une autre conférence qu'on organise avec Sylvain Sénécal et la chaire de recherche en commerce électronique, le 22 avril, qui est le sommet IA Marketing, où on va se poser aussi des questions sur comment allier performance, mais aussi responsabilité. Alors, vous êtes tous en grand nombre. Vous avez le nom de domaine ici, iahec.ca, iahec.ca. Merci pour votre attention. Merci Sylvain, ta présentation. Merci. Est-ce que tu veux des questions? On peut avoir une ou deux questions si tu veux. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Sylvain? Peut-être qu'il n'y en a pas. Ah, on en a une ici. Alexandra, est-ce que tu peux amener? Merci. En attendant, Sylvain, sais-tu comment on sait que nous, une conférence est intéressante? Je vais le demander à Google en mode IA après. Très bien. Je vais te le dire. C'est le nombre de téléphones levés pendant que tu fais ta conférence. Ah, c'est bon. On l'a vu bien comme il fallait aujourd'hui. C'est bon. Tantôt, le graphique de Moz. Ouais. Super intéressant. En fait, super intéressant, là, comme conférence, bravo. Les graphiques de Moz, c'est drôle. Encore du backlinking, c'est encore ça qui score vraiment beaucoup en termes de SEO. Mais il est où le UX dans le quality score? Tu sais, je veux dire, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est encore important? Ou... C'est une excellente question. L'étude de Moz, en fait, celle-là, elle date un petit peu. Donc, dans le fond, je voulais montrer qu'en SEO traditionnel, le backlinking était très important. Et en GEO, donc en Generative Engine Optimization, c'est dans le fond la même logique parce que c'est plus le backlink de sites d'importance comme
Google disait toujours qu'il adorait les sites qui venaient du gouvernement ou les sites universitaires. Mais là, dans l'exemple que j'ai montré au niveau des citations, ça va être les sites sources. Donc, c'est une forme de backlinking, parce que si Google, dans ses citations, je dis Google, mais les autres, viennent prendre les citations, ben, c'est d'être dans ces sites-là qu'il faut être, où il faut aller créer nos liens. Donc, on revient au backlinking. Ou nous-mêmes être des sites de très haute qualité, comme digital.hec.ca, où on voit que Google nous référence carrément comme site source. Donc, mon point ici, pour répondre très clairement à votre question, on a évolué d'une logique de backlinking à une logique de citation building, j'ai envie de dire, et c'est ça qu'il faut travailler. Donc, au niveau UX, ça veut dire qu'il ne faut pas juste se préoccuper du contenu qui va être sur notre site, mais la façon dont notre contenu est exporté sur notre plateforme, parce que c'est lui qui va être cité par la suite et qui va renvoyer sur notre site. Deuxième question. Bien sûr. Si je peux. Mais justement, ça ne veut pas justement contre ça. Forcer le monde ou pousser le monde à justement utiliser des AI pour générer du contenu, peut-être même trash, là, qu'on va pousser sur Reddit et tout. On l'a vu un petit peu justement pour essayer de tricher l'algorithme. Vous avez une très bonne question. Dans le fond, la question, c'est est-ce que si je produis du contenu avec l'IA, est-ce que ça va me pousser à mieux être référencé? Je dis souvent que c'est une façon de se tirer dans le pied. Pourquoi? Parce qu'on oublie que l'IA, c'est un système probabiliste. Tout ce que ça fait, c'est déterminer quel est le prochain mot, quel est le prochain coup. Donc, dans le fond, si je crée du contenu avec l'IA, je ne suis que le simple régurgie de la moyenne. Donc, en tant que marque, je ne suis plus authentique et je ne me démarque pas. Donc, est-ce qu'il faut le rejeter complètement? Non, on peut l'utiliser pour aller chercher des idées, pour regarder comment nos concurrents se sont placés. Donc, par le mode agent en SEO, je vais graber du contenu. Mais à la fin de la journée, la qualité du contenu, la différence, puisque tout le monde a accès à l'IA, ben, ça va être notre pouvoir de discernement humain. Merci.